Avant de passer à la thématique de la question de Francis de tout à l'heure, j'aimerais vous demander, c'est qui vos compétiteurs que vous redoutez le plus? Et je vais dire dans le monde, parce que maintenant, on a affaire à un monde globalisé. Justement, en se retrouvant au CES, vous êtes face aussi bien aux Américains aux Chinois, peut-être pas les Chinois, les Japonais ou les Allemands ou les Suédois ou les Chinois. C'est qui vos compétiteurs et qu'est-ce que vous apprenez d'eux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur ou au contraire, bon, comme certains le voudraient bien, vous êtes encore small, mais on voudrait que vous deveniez big. Alors, dites-nous. Alors, c'est intéressant parce que c'est un écosystème qui évolue beaucoup en ce moment, notamment avec le premier pas que Apple a enfin fait sur la charge sans fil avec l'iPhone 10. En fait, jusqu'alors... Vous avez déjà des iPhone 10 dans la salle? Non, personne n'a encore l'iPhone 10, donc il faut préciser exactement ce que vous venez de dire. Comme je disais tout à l'heure, Apple avant n'avait pas du tout intégré l'induction parce que leur procédé de fabrication, etc., fait qu'ils faisaient tout en aluminium. Et donc ils étaient bloqués à ce niveau-là. Donc jusqu'à l'iPhone 8, on n'a pas d'induction à bord d'un iPhone, donc on doit le charger avec un câble. Ils ont introduit donc dans leur nouvel iPhone qui est tout en verre. Je pense que c'est du plastique et du verre. Enfin, c'est un truc assez impressionnant, très cher. Et donc ce principe d'induction, donc ils ont fait un support de charge et donc on pose son téléphone et ça charge. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette technologie de charge sans fil, Samsung et Sony l'ont implémentée depuis une quinzaine d'années, donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais si ça fait plus de 10-15 ans que ça existe et que finalement personne n'en entend vraiment parler, ça prouve que cette technologie ne fonctionne pas vraiment bien. Et déjà, il y a des retours régulièrement sur des utilisateurs de Samsung ou d'autres appareils qui disent que leur chargeur fonctionne mal. Bien souvent, c'est ce que je disais tout à l'heure, si c'est pas tout à fait bien placé, ça ne va pas charger. Donc, c'est comme la casserole sur... exactement, c'est la même technologie qu'une plaque à induction. Et en plus, pour une casserole, c'est plus facile parce que la surface de la casserole est énorme. Mais pour un appareil, c'est vraiment, ça joue à quelques millimètres près. Donc ça, c'est une première chose qui fait qu'à la fois... C'est une technologie, excusez-moi, qui marche très bien pour les brosses à dents électriques. Oui, alors en fait... Pour ceux qui en ont, c'est de l'induction, c'est ça? Oui, ça marche mais ça marche... En fait, c'est localisé. Ouais. En fait, c'est une technologie qui marche très bien, notamment sur les objets pour lesquels on veut une coque parfaitement étanche, parfaitement en un seul morceau. Dans ces cas-là, c'est parfait parce que les premières brosses à dents électriques à charge avaient des points de contact et il y avait souvent de l'oxydation et du coup ça ne marchait plus. Et donc je pense que c'est pour ça que maintenant quasiment tous les systèmes sont par induction. C'est une technologie qui est intéressante, mais nous, on va pouvoir normalement la disrupter, enfin la combattre parce qu'on a beaucoup d'avantages, notamment, comme je disais, le fait qu'on peut charger plusieurs objets à la fois. Mais donc, pour terminer sur cette histoire de concurrents, il faut savoir que pendant 10-15 ans, il y avait un combat des standards sur l'induction et qui s'est enfin terminé il y a 2-3 ans avec l'ascension du consortium Qi. Et donc, c'est eux qui sont en train de créer le nouveau standard induction dans lequel Apple a investi. Donc, c'est quand même un gros morceau. Donc on sait qu'on évoluera de toute façon dans les années prochaines à venir avec ce consortium en face. Donc ça, c'est un truc à savoir. Voilà. Qui avez-vous face à vous? Vous reprenez un micro. Parce que les Chinois qui faisaient du vélo, puis qui sont passés aux scooters et aux voitures, et puis qui peuvent revenir au vélo, ils doivent travailler aussi, tous ces ingénieurs. Ils travaillent effectivement. Alors le domaine du cycle est un domaine particulier, notamment sur la partie mécanique et donc sur toute la partie cadre. 90% du marché européen est fabriqué en Asie. Donc il reste peu d'usines en France et en Europe, et des usines qui existent, à part quelques marques, ce sont des usines d'assemblage. Voilà, donc on fait venir les cadres d'Asie et puis donc on assemble à arriver en France. Donc effectivement, nous à notre échelle de start-up, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, donc on a déposé des brevets, donc on a une carte électronique qui est en fin de développement, qui est relativement complexe, mais le marché asiatique est un marché qui fait peur. On parlait du CES l'année dernière, donc on était extrêmement heureux d'être là. Donc on a été remarqué,
on a été élu parmi les 10 startups les plus innovantes et notre stand était vraiment envahi de gens venus d'Asie et on voyait qu'ils venaient chercher de l'information. Donc effectivement, nous, la problématique, c'est d'aller suffisamment vite pour sortir le produit en premier. Voilà. Qui vous ait pas piqué toutes les idées tout de suite, quoi. Il y a une chose que vous n'avez pas dite, c'est important. C'est que probablement vous êtes moins cher qu'un vélo électrique. Sinon, vous n'êtes pas intéressant. Alors, pour la roue, oui, effectivement, on est moins cher qu'un vélo électrique, sachant que la roue, elle intègre toute la technologie qu'on retrouve dans un vélo électrique, toute la partie, entre guillemets, coûteuse, puisque le cadre du vélo, sauf à faire des cadres en carbone, c'est une partie qui coûte très peu cher, quoi. Donc, pour compléter la question de Francis, je rappelle ce que vous avez dit dans votre présentation, c'est qu'il y a un affect vis-à-vis des vélos que les gens ont déjà chez eux. Ils veulent garder leur vélo, mais s'ils pouvaient l'améliorer, ça les tenterait peut-être. Effectivement, il y a une partie des gens qui ont une histoire. On a tous une histoire avec son vélo parce qu'on l'a eu le jour de son anniversaire, parce qu'on s'est fait plaisir. Enfin voilà, chacun a son histoire. Et il y a une partie des gens qui ont envie de continuer, de préserver leur sortie avec leur vélo. Et le fait de pouvoir, par contre, améliorer les performances du vélo, les aider dans leur sortie, d'avoir davantage d'usage justement pour pouvoir faire des courses avec, etc. etc. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc il y a une partie de cette clientèle qui est effectivement ouverte, qui souhaite garder son vélo. Et nous, c'est la part de marché qu'on a attaquée avec Rouline, avec cette roue électrique, pour travailler avec cette partie de clientèle qui a envie de garder son vélo. Effectivement, lorsqu'on fait des salons, lorsqu'on va à la rencontre des gens, on voit que c'est quelque chose qui est vraiment fort. Alain, c'est qui est contre la bulle? Il y a d'autres bulles qui se préparent quelque part, ou justement parce que tu les as pris de vitesse, ils sont encore derrière? Oui, malheureusement, on n'a pas de concurrents. J'aimerais qu'on ait des concurrents. On aura peut-être dans les pays scandinaves et en Asie, parce que ça permet d'aller un peu plus vite. Donc on a créé notre start-up il y a 1 an et demi. On a une croissance quasi verticale. On a de grosses annonces en décembre puis en janvier. On a la chance d'avoir trouvé des moyens extrêmement importants pour se développer encore plus rapidement, faire des bus volants électriques aux États-Unis. On était contacté donc par San Francisco, par New York. On avait discuté avec le maire de Saint-Tropez. Et voilà, donc on n'a malheureusement pas de concurrents. On va probablement un peu trop vite, mais j'aimerais avoir des concurrents. Parce que la planète se réchauffe, on est tous concernés. Ces gaz d'échappement dans les villes, on n'en peut plus. Autour de la baie de Saint-Tropez, enfin, on en a parlé tout à l'heure, dans toutes les villes du monde. Donc le vrai concurrent, on est face à nous-mêmes. Aujourd'hui, on a une planète qui se réchauffe. Il faut prendre des mesures, il faut que chacun fasse un petit geste. Et donc, nous, à notre modeste niveau, j'en avais discuté avec mon camarade Bertrand Picard, qui a poussé le solaire avec son magnifique projet Solar Impulse. Là, je vois que mes petits camarades, c'est vraiment, quand je les entends tous les deux, ça me réconforte, parce que c'est la fibre inventive française. Et puis, les contributions sont certes modestes, mais si chacun fait un petit geste pour cette planète, voilà, ça va dans le bon sens. Francis, avant qu'on passe aux questions de la salle, tu peux reposer ta question. Alors ma question, oui. Ma question, c'est que on a été très surpris d'apprendre dans la presse que brutalement vous êtes parti à Genève. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce que l'air que respirent nos enfants, encore une fois, donc c'est une idée de mes 3 filles qui m'ont dit « Papa, rends-toi utile ». Aujourd'hui, le réchauffement climatique, il concerne tous les humains. Je vous entends pas bien, là. Le réchauffement climatique concerne tous les humains. L'air que respirent nos enfants, il n'est ni de droite ni de gauche. Il n'est ni italien, ni pas plus anglais. Enfin, je veux dire, que les bulles se développent à Amsterdam, à Londres, à Saint-Tropez, à Genève, ça n'a pas d'importance, il faut bien démarrer quelque part. Il se trouve que sur le Léman, il y a plus d'espace disponible, il y a tout un écosystème. On a eu la chance d'avoir à bord l'été dernier la présidente de la Confédération suisse, Doris Leuthard, qui est venue avec 5 de ses ministres. Et bon, il y a des grands industriels qui souhaitent nous aider, plusieurs communes. Il y a une commune du Léman qui va investir plusieurs dizaines de millions d'euros dans les infrastructures pour amener l'électricité jusqu'à des C-Bubble version bus. Donc tout va assez vite chez nos voisins. Et alors hier, j'étais au ministère des Transports avec le directeur de cabinet de la ministre. Voilà, ça se dégèle un petit peu en France. On va pouvoir expérimenter
dans Paris, des bulles à environ 30 km/h dès l'année prochaine. Voilà, ça bouge aussi en France. Alors, en France, on est souvent dans les extrêmes. Donc on a un pays qui a une histoire, des racines et donc des règles, mais il y a cette fibre inventive et il faut conserver cette fibre inventive. Ce sont les emplois de demain. Nous, actuellement, pour Seabubble, une start-up créée il y a 1 an et demi, on fait travailler 100 personnes à temps plein. On envisage de racheter une usine en Pologne, une usine au Portugal, une usine en Asie dès le premier semestre de l'année prochaine. Donc ça va très vite, mais encore une fois, on est tous concernés et il faut prendre des mesures radicales, même si parfois on bouscule, pour faire changer les choses dans les grandes villes du monde entier. Si Francis rappelait cette question, je vais rappeler aussi un peu le contexte. Il se trouve que tu as donné une interview au Monde et qu'elle a, je pense, frappé les esprits. Ça peut aider aussi à décrocher certains rendez-vous dans les ministères, où tu disais qu'en France, on était étouffé par les contraintes administratives et que finalement, c'était plutôt les entrepreneurs qui finançaient les banques que les banques qui finançaient les entrepreneurs, ce qui était quand même osé. C'était direct. Donc, est-ce que tous, vous êtes confrontés à ces lenteurs, à ces difficultés ? Est-ce que les choses changent? Elles ne changent pas? Est-ce que vous ressentez le même poids qui freine finalement le développement de l'innovation? Alors, je pense qu'en fait, ça va surtout dépendre à la base du type de produit, du type de service que l'entreprise en question fournit. Dans le cas de Seabubble, vous êtes sur un produit complexe avec des notions de navigation, de danger, enfin de sécurité, d'assurance, etc. beaucoup plus importantes que par exemple nous, où on a juste à protéger notre utilisateur, donc on a tout ce qui est à faire avec les avocats, les assurances, mais disons que le risque à évaluer n'est pas du tout le même. Donc nous, par exemple, en tant que jeune pousse, on a eu beaucoup d'aides, que ce soit de la BPI, donc la Banque pour l'investissement, pardon. Donc, vous êtes un incubateur de la ville de Paris? On est dans un incubateur de la ville de Paris, donc c'était anciennement Paris Senco, maintenant ça s'appelle... j'ai oublié le nouveau nom, pardon. Enfin voilà, on n'a aucun souci en tant que petite start-up à ce niveau-là pour avoir des aides, ça se passe plutôt bien. Je pointerai juste un élément, comme on le disait tout à l'heure, le fait que tous les trois, nous représentons des start-up qui cherchent à fabriquer des produits concrets. On est quand même face à des problématiques pour les fonds d'investissement, donc sans compter toutes les aides de l'État. Là, je parle vraiment des investisseurs. Eux, par contre, sont très frileux, en tout cas dans notre expérience Energy Square. On a vraiment eu beaucoup de mal. On a fait plusieurs tenté des levées de fonds. Là, finalement, on en a une qui va se concrétiser normalement à la fin du mois, donc on va pouvoir lever des sous et commencer à embaucher du monde. Justement, ça serait intéressant que vous nous disiez les ordres de grandeur. C'est vous qui avez parlé de Kickstarter. Oui. C'était 100 000 $, 90 000 voilà. Euros à peu près. Là, vous passez à combien? On va passer normalement pour une valorisation d'à peu près 1 million. Donc on va lever après 700 000. Et pour vous, Stéphane, c'est quoi les ordres de grandeur pour votre développement? Nous, aujourd'hui, on a levé quasiment 1 million d'euros. Et toi, tu as commencé petit, et puis là, tu es déjà très gros? Moi, en fait, je voulais rester libre. C'est ce que m'avait appris Éric Tabarly. Donc, il y a 2 ans, j'ai vendu ma maison et je voulais habiter dans une petite cabane en bois et produire moi-même mon électricité avec mon pédalier. Et mes enfants étaient choqués. Mais c'est vrai que depuis la création de cette start-up, donc l'année dernière, on a levé 14 millions d'euros. Et là, on est en train de boucler à l'étranger une levée de 250 millions d'euros qu'on annoncera probablement après la signature en janvier. Donc ce sont des investisseurs étrangers, mais un banquier à Zurich m'a dit récemment, Alain, il y a beaucoup d'argent dans cette société. Alors moi personnellement, je n'en ai pas beaucoup, hein, mais il y a beaucoup d'argent disponible pour certains projets. Et il y a moins de bons projets que d'argent disponible. Donc les banquiers suisses ont dit, écoutez, on va vous aider. Donc c'est en cours. Oui, c'est toujours très étonnant d'entendre cela. Des questions dans la salle? Allez-y. KV, qui est intervenu hier soir, qui nous a donné la première conférence sur le thème d'aujourd'hui. Allez-y, professeur. J'avais 2 questions. Une question globalement sur l'environnement des startups en France, c'est un des problèmes classiques qu'on avait, puis une question plus particulière sur le système de charge électrique.
Ce qu'on constate très fréquemment en France dans l'environnement des startups, c'est que beaucoup de startups technologiques commencent avec des idées techniques, d'ingénieurs qui ont de très bonnes idées. Ils font une première levée de fonds. Et lors de la deuxième levée de fonds, comme il y a des financiers qui rentrent dans les startups, ils virent les fondateurs initiaux. Et ils commencent à dire, c'est plus la chose de petits jeunes, c'est maintenant, il faut faire des choses sérieuses, et on remplace le diplômé de ParisTech par le diplômé de l'école de commerce, bidule, truc, et tout son réseau d'amis. Et ça a détruit 80% de l'environnement des startups en France, des startups technologiques. Est-ce que c'est spécifique à la France ou ça se passe aussi en Allemagne, au Danemark ou aux États-Unis? Aux États-Unis, Sergey Brin est toujours directeur de Google. En France, aucune des grosses startups technologiques que je connais n'a ses fondateurs. À la rigueur, ils sont shareholders ou dans le conseil d'administration, mais dans la direction, très peu. J'aimerais avoir votre sentiment et votre point de vue sur la question. Vous avez déjà parlé de la liberté, de garder la liberté. Donc, ça va dans ce sens. Moi, j'ai un élément de réponse à ça. Je pense que c'est en train de changer parce que maintenant qu'on est en train de vraiment discuter avec les fonds d'investissement et les business angels, on voit qu'au contraire, il est super important pour eux que les initiateurs, enfin les cofondateurs de base, gardent une certaine importance, que ce soit même d'un point de vue action, dans l'entreprise, donc il n'y ait pas une trop grosse dilution, parce qu'ils savent que sinon ils vont perdre l'énergie de base et qu'ils vont pas du coup, enfin que le produit va mourir en fait, le projet va mourir. Et c'est aussi le cas des grandes entreprises qui ont leurs propres incubateurs, etc. Ils font attention à motiver et à garder du coup la première, les jeunes pousses qui ont eu la première idée. Mais c'est possible. Moi, je connais pas dans mon entourage, en tout cas de cette génération-là de start-upers, j'en ai pas vu qui ont ce cas-là, mais ça ne m'étonne pas que ce soit arrivé. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement pour éviter ça maintenant au niveau des fonds d'investissement. Oui, je voulais juste confirmer effectivement au niveau des clubs de business angels. Donc déjà, pour lever des fonds, c'est un processus qui est relativement long, qui nécessite de pitcher un certain nombre de fois. Et effectivement, les porteurs de projets sont vraiment pris en compte et ça pèse pour au moins 50% dans la décision d'accompagner ou pas la start-up. Donc je pense que les choses évoluent dans ce sens-là. Après, il y a une autre problématique qui est une problématique française, qui est celle du risque. Une start-up, c'est du risque, puisqu'en fait, on finance non pas de l'existant, mais un devenir. Et là, c'est un problème de mentalité. C'est compliqué pour les startups d'arriver à se financer. Plus compliqué que pour les pays anglo-saxons. Donc, juste pour donner un ordre d'idée, lorsqu'on lève 10 millions d'euros en France pour les startups, à Londres, c'est 100 millions, donc il y a un rapport de 1 à 10. Donc, il reste. Alors vous me direz, il y a une grande marge, mais ce serait bien qu'elle arrive rapidement pour aider les startups. Voilà. Excuse-moi, Alain. Il me semble que quand on avait préparé cette table ronde, Monsieur Poidatz, vous disiez qu'en Allemagne, il y avait aussi une autre façon d'investir, qui était plus sur la durée. Non, c'était pas vous. D'accord. Est-ce que là, on parle strictement de questions financières, de levée de fonds, mais est-ce qu'il peut y avoir aussi des façons d'accompagner le travail et aussi son financement? Est-ce qu'il y a d'autres modèles en Europe? Malheureusement, je n'en ai pas la connaissance. Par contre, il y a un point pour moi aussi qui est clé dans peut-être le problème de la réussite des startups peut-être en France par rapport aux États-Unis, c'est je pense qu'on n'a pas cette liberté d'esprit de se dire que ça peut marcher et du coup, on ne sait pas quoi faire si ça marche vraiment. Et ça, je pense que c'est un problème parce que le businessman américain, enfin le self-made man, c'est vraiment un concept américain qui fonctionne très bien et en général, ils arrivent à tenir, comme on parlait tout à l'heure de Sergey Brin ou même d'autres créateurs qui ont réussi à rester. Alors, c'est vrai que si on reparle de l'histoire de Steve Jobs, il est vrai qu'il s'est fait évincer une première fois, qu'il est revenu plus tard, mais en général, ils arrivent à rester. Aujourd'hui, j'espère un maximum de réussite parce qu'on n'est pas sur les mêmes envergures de réussite pour le moment. Mais voilà, une fois qu'on a réussi à lever, disons, 400 millions, qu'est-ce qu'on fait ?
Est-ce qu'on devient une licorne ou est-ce qu'on reste une start-up? Est-ce qu'on revend son idée? Voilà, c'est ça le... Autre mot de l'écosystème, licorne. Ça veut dire quand vous êtes passé, là, ça y est, vous êtes là, quoi. Alors, licorne bientôt, Alain? Non, attendez, pour moi, l'argent, c'est un outil au service des rêves. Ça n'est pas une fin en soi. Donc en fait, la logique d'accumulation, c'est quelque chose je préfère la logique de partage. Donc licorne, pas licorne, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'avoir les moyens d'aller au bout de ses rêves et de prendre des mesures concrètes pour le bien commun. Et effectivement, ne pas se faire évincer et aussi savoir ce qui est une autre problématique. Et je rejoins la question qu'avait Salamatian. Quand on grandit très très vite, il faut savoir le faire en tant qu'entrepreneur et ça peut être beaucoup plus difficile qu'on ne croit. Quand on décroît, c'est pas marrant, on le sait, on en a des exemples tous les jours à la radio et à la télé, mais quand on grandit, c'est pas facile non plus. Non, alors la difficulté, à mon avis, dans notre pays, nous on est souvent aux États-Unis. Déjà, je pense qu'il y a un problème, c'est qu'on ne fait pas travailler les 3 générations ensemble. Nous, on veille à garder nos anciens, nos retraités d'Airbus et de Dassault ont 85 ans. On donne toujours une chance aux jeunes qui ont... Chez nous, on est 15. Il y en a 10 qui ont moins de 26 ans et ils sont en CDI. On donne une chance aux jeunes. On garde nos anciens, voilà, et on débarque les Bac plus 18. Donc on est 2 fondateurs Bac-2, Anders Bringdahl, qui est un véliplanchiste suédois, 4 fois champion du monde. On a souvent chaviré, on a cassé notre bateau et on va toujours au bout. Donc on a été dans cette logique, on a des difficultés on a 2 business angels de référence qui nous ont aidés au départ. Le premier, c'est Henri Sédou, le fondateur de Parrot, qui le premier a cru en cette idée. Parrot, les drones, on va parler des drones tout à l'heure. Le deuxième business angel, c'est Philippe Camus, qui était le bras droit de Jean-Luc Lagardère et qui a créé Airbus, qui s'appelait à l'époque EADS. Voilà. Et puis on avait un fonds, et c'est vrai que on a souvent ce problème de tout petits actionnaires qui veulent virer les fondateurs et mettre des Bac plus 18, des polytechniciens ou des énarques. Donc nous, à titre d'exemple, la semaine dernière, j'ai dû me séparer d'un polytechnicien d'un X Super Hero Stanford, donc un Bac plus 18, et à la place, j'ai gardé un jeune qui a inventé un skateboard électrique. Juste avant les questions à nouveau, redites, vous faites travailler combien de personnes les uns les autres finalement, allez, à la louche? 4 pour le moment, plus après les usines, mais c'est différent, c'est un sous-traitant. Nous, on est 5, et puis on fait travailler quelques entreprises extérieures, mais en interne, on est 5. Nous, en fait, on embauche des gens très régulièrement. Actuellement, on fait travailler 80 personnes à temps plein en France, 20 personnes à temps plein en Suisse, et on va probablement faire travailler quelques centaines de personnes l'année prochaine. Et effectivement, si vos projets marchent formidablement, ça peut faire travailler des milliers de gens, in fine. Chez nous, ailleurs. Par effet ricochet, oui, à terme, parce que, par exemple, dans le cas d'Energy Square, ce serait tout un écosystème à reconcevoir, donc que ce soit des fabricants de meubles, des fabricants d'appareils électroniques, il y aura peut-être, oui, une création d'emplois dans tous ces domaines. C'est pareil, sur le dernier produit là, que j'ai présenté, donc le vélo solaire, on a signé un partenariat de collaboration avec un gros industriel français, donc effectivement, si le succès est là, il y aura des lignes de production et de l'emploi à la clé, c'est clair. Au deuxième rang, il y avait une question. Monsieur, au deuxième rang. Levez le bras parce que je ne vous vois plus. La dame a déjà le micro. Ça sera à vous, monsieur, ensuite. Oui, je voudrais poser une question. Le bubble, ici, nous avons quand même Mistral et Vent d'Est assez fort, parce que là, il y avait une très jolie vue de votre bubble par temps calme. Mais quelle est la réaction du bateau quand il y a 1,50 m de creux, Mistral et Vent d'Est? Oui, alors j'ai traversé le Pacifique on est parti de Los Angeles il y a 3 ans avec environ 3 mètres de houle. Donc j'aime quand ça secoue, j'aime quand c'est difficile, j'aime quand ça fait un petit peu peur. Mais là, on passe d'un extrême à l'autre. Avec Anders, donc on avait fait une machine hydroptère, un engin extrême et probablement un peu dangereux. Et avec le bubble, c'est le contraire. On le veut accessible au plus grand nombre. Donc on l'a dessiné au départ pour les fleuves et les plans d'eau abrités.
Donc, comme la Seine, la Tamise, le lac de Caume, vous avez 50 ou 80 cm de clapot. Par contre, le bus aura une faculté de naviguer avec environ 1 mètre à 1,20 m de creux. Donc, en fait, on a fait des engins volants pour les fleuves, mais des grandes villes du monde. Ce n'est pas un engin hauturier destiné à naviguer à l'extérieur. Par contre, avec l'aide d'un grand groupe aéronautique, on va l'annoncer tout bientôt, on va installer des commandes de vol électriques. Donc on aura une stabilité, on va élargir le domaine de vol. Par exemple, donc moi je vais souvent à Porquerolles, j'aimerais pouvoir traverser entre la Tour Fondue et Porquerolles. J'aimerais traverser, alors ici, par vent d'Est, malheureusement, ça brasse un petit peu. Donc voilà, en fait, c'est comme pour tous les bateaux. Sur un grand bateau, le mauvais temps arrive plus tard. Donc si on a un bubble qui fait la taille d'une voiture, si vous naviguez déjà avec 50 ou 80 cm de clapot, c'est bien. Sur un bus qui fait 30 mètres de long et qui file 40 nœuds, vous pouvez naviguer. Nous, sur l'hydroptère, c'est un bateau de 18 mètres de long, on naviguait à plus de 50 nœuds avec 1,50 m de creux. Donc la différence avec une coque, quand vous êtes posé sur l'eau, vous avez ce qu'on appelle du slamming, le bateau tape dans les vagues. Mais quand vous êtes sur des foils, et monsieur le maire a pu l'essayer, c'est vrai qu'on a une stabilité dynamique. C'est un peu comme sur un avion, plus vous allez vite, plus vous êtes stable. Donc après, vous avez la problématique des efforts. Donc quand vous allez vite, à titre d'exemple, sur l'hydroptère, lors du record mondial de vitesse à la voile, nous avions une pression dynamique de l'ordre de 20 tonnes par mètre carré. Elle est donc 2 fois supérieure à celle qu'on trouve sur un Airbus. Quand vous prenez un Airbus à 320, vous avez une pression dynamique de l'ordre de 8 à 10 tonnes par mètre carré. Donc à 50 nœuds sur un voilier, ce sont des charges 2 fois supérieures. Donc quand vous allez vite ou quand vous naviguez dans les vagues, vous subissez de gros efforts. Donc là, pour les bubbles et les bubble bus, on se fixe un objectif raisonnable parce que le critère premier, c'est la sécurité. Il ne faut ne pas secouer les passagers et les garder en toute sécurité. Je ferais juste une remarque, c'est qu'il y a un hydroptère, enfin un bateau à voile sur foil qui va faire le premier tour du monde. Alors le foil, quand on y a pensé avec Éric Tabarly, tout le monde nous rigolait au nez en disant mais les bateaux ne voleront jamais, c'est ridicule. Voilà, donc effectivement les mœurs évoluent. Aujourd'hui, oui, je pense qu'on peut faire voler un bateau autour du monde. Il y a le jeune François Gabard là, dont le trimaran fait le tour du monde en ce moment, il est tout seul dessus, il vole de temps en temps. Alors voler dans les vagues, madame le soulignait, c'est un peu compliqué quand même. Par mer plate, sans problème, sur un bubble de la taille d'une voiture, 50-80 cm de clapot, ça va. Sur un bubble bus, 1,50 m. Mais après, pour voler dans les vagues, c'est un peu compliqué, mais je pense que nos enfants le feront avec des commandes de vol électriques. Il va y avoir une autre question, simplement pour vous dire, originellement, nous aurions dû déjà nous arrêter pour reprendre à 11h15, mais vu il n'y aura que 2 interlocuteurs à la table ronde suivante, on va peut-être s'arrêter dans 5 minutes et on recommencera à 25, si vous en êtes d'accord. Monsieur, votre question. Oui, alors moi c'était pour Bobol, encore, excusez-moi pour les autres. Ce principe est enthousiasmant, je pense à la voiture sur l'eau. Simplement, ça pose un problème qu'on rencontre avec tous les bateaux, c'est où sont les mouillages au bord. Parce que j'exagère bien sûr, mais si tout le monde a sa voiture sur l'eau, il va falloir les mettre quelque part. Et les places sont limitées. Je comprends, mais tout à l'heure, j'ai expliqué qu'on était dans une logique de partage. Donc en fait, aujourd'hui, souvent, on partage les vélos, on partage les voitures. Et je pense qu'à terme, on partagera, par exemple, pour aller de Saint-Tropez à Sainte-Maxime, j'espère qu'on partagera un jour des bulles autonomes ou des bubble bus pour aller à Pamplonne, mais on sera dans une logique de partage. Donc il ne faut pas forcément beaucoup de bulles. Que va-t-il se passer? Parce que dans le bubble, j'ai oublié de le souligner, dans l'écosystème Seabubble, il y a d'abord un iPhone. Vous regardez sur Seabubble, est-ce que j'ai une bulle dans le Vieux-Port? Ouais, je regarde, Catch Bubble, voilà, j'ai une bulle par exemple disponible dans 4 minutes qui me transporterait jusqu'à Sainte-Maxime en 10 minutes ou 15 minutes. Bon, si elle n'est pas disponible, j'attends ou je vais au marché. Voilà, en fait, on est vraiment dans une logique de partage. Donc, on ne veut pas multiplier les bulles. On veut partager un volume raisonnable de bulles. Oui, et ce partage, il va falloir aussi que les gens apprennent, parce que vous savez bien la problématique, par exemple, des autolibes à Paris.
où il y a un certain nombre de voitures qui sont totalement abîmées, inutilisables, rendues absolument épouvantables. C'est aussi une éducation du public, et ça, c'est pas facile. Ça, c'est une question pour Monsieur le maire, non? Monsieur le maire. Oui, moi je voudrais revenir non pas sur le problème de la levée de fonds, mais sur le problème des prix des produits. Par exemple, à l'heure actuelle, alors je sais que toutes ces technologies sont évolutives, bien évidemment, donc les prix sont amenés à évoluer, mais à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut avoir une idée du prix d'un le Sea Bubble individuel, le Sea Bubble bus? Est-ce qu'on pourrait avoir une idée aussi? Alors on a très légèrement abordé le problème du vélo. Vous avez dit que ça devrait rester, la roue en tout cas devrait rester, le prix devrait rester en dessous du prix d'un vélo normal. En ce qui concerne le chargeur, est-ce qu'à l'heure actuelle, quelle est la gamme de prix de ces produits, amenée à évoluer bien évidemment? Alors, je vais commencer. Nous, quand on a fait le Kickstarter, quand on fait un Kickstarter, on a ce qu'on appelle des prix pour les early birds, donc pour les premiers venus. Donc on prenait les premières surfaces, étaient à 60 €. Aujourd'hui, vu toutes les contraintes industrielles qu'on a rencontrées, le prix auquel on vend, c'est 90 € pour la surface de base, qui peut charger à peu près entre 4 et 5 appareils. Et pour le modèle au-dessus, qui est un peu plus grand, on est à 150 €. Voilà. On est en train, pour la solution que vous avez vue tout à l'heure, où il s'agit d'intégrer, là c'est un prix différent, qui concerne plus les industriels, mais on sera de l'ordre, disons, d'une 50aine d'euros, même moins, certainement moins, par module. Et après, si on fait des plus petits objets, on sera en moins de 50 € pour un petit module de charge. Voilà. Alors, pour nous, on va avoir des prix intermédiaires. Concernant la roue actuelle, c'est un prix moyen de 500-550 €. Puisque comme il y a 3 formats de roues, il y a 3 prix différents, mais donc c'est 550 € en prix moyen. Sur le nouveau projet de vélo hybride solaire, donc on sera plutôt sur du 3000-3500 €, puisqu'il y aura beaucoup de technologies embarquées, sachant que maintenant il y a de plus en plus de financement autour du vélo, notamment par d'allocations longue durée. Puisque quand on regarde le vélo électrique en France, c'est un marché qui est en pleine progression. Il y a 30% de croissance par an soutenue depuis une dizaine d'années. Et la partie la plus élevée, c'est-à-dire notamment les vélos, les VTT électriques, sur des détaillants spécialisés, les prix commencent à 3500 € et vont jusqu'à 5 à 6 000 €. C'est 71% de progression sur la dernière année. Donc voilà, donc nous on va se situer au début, sur la fourchette basse de cette section de prix-là. Je confirme, la progression dans le domaine du vélo est absolument dingue. C'est un des développements les plus rapides qu'on connaisse en ce moment sur nos marchés ici. Complètement, en France et en Europe. Ce que peu de gens savent, c'est que le marché européen, en fait, est le 2e marché mondial derrière l'Asie, mais largement devant les États-Unis. Donc c'est un gros marché qui représentera en 2020 à peu près 6 milliards €. Alain ? Écoutez, moi, je suis un rêveur. Alors, le prix d'un bubble, pour moi, dans Paris, je l'ai dit à Valérie Pécresse et à Anne Hidalgo, il doit être inférieur au même prix que celui d'un ticket de bus ou de métro. J'ai refusé une offre très importante d'Uber qui nous proposait de nous intégrer dans l'application Uber. Voilà, donc le prix, par exemple, pour aller de Saint-Tropez à Sainte-Maxime, il faut qu'il soit inférieur à celui d'un taxi. Il faut qu'il soit de l'ordre du prix que je ne connais pas du bateau vert qui traverse. Voilà, en fait, je suis ici d'une famille modeste. Tout à l'heure, vous me parliez de sommes très importantes, mais ce qui compte, c'est l'intérêt général, et je veux qu'il soit accessible au plus grand nombre. Donc dans Paris, le prix d'un ticket de métro. À Genève, on va probablement être inséré dans le système qui s'appelle Uniréseau. C'est un peu l'équivalent du Pass Navigo à Paris. Voilà, c'est le prix d'un billet de bus. Voilà, je voudrais vraiment partager. Pourquoi ? Pour le plaisir de faire voler chacun d'entre vous, et aussi pour le plaisir d'avoir moins de gaz d'échappement. Parce que plus on utilise des engins électriques qui font pas de vagues, pas de bruit, pas de pollution, mieux on respire.
Et voilà, et ça, je le fais pour mes enfants et puis mes arrière-petits-enfants. Monsieur le maire. Oui, juste une seconde. Ça, c'est le prix pour l'usager. Mais le prix pour l'investisseur, par exemple, la société qui va acheter donc un bus volant maritime de 80 places, ça va lui coûter combien à ce stade? Alors c'est un peu supérieur au prix d'un bateau qui consomme du fioul, parce que le prix des batteries, c'est environ 30%, aujourd'hui c'est 30% du prix du bateau. Mais on a la chance d'avoir des investisseurs qui veulent investir chez nous. Donc pour les opérateurs, on veut que ce soit équivalent au prix d'un bateau qui fonctionne avec du fioul. Voilà, annuellement, voilà, on veut vraiment... Sinon, on n'arrivera pas à être dans le partage et une meilleure respiration pour tous. Voilà, donc on discute avec 3 constructeurs de batteries, donc avec le tandem Tesla-Panasonic aux États-Unis, avec donc il y a une filiale d'un groupe français qui s'appelle Saft, qui fait des batteries haut de gamme pour les avions, et on discute avec le ABB Leclanché en Suisse. On a refusé une offre des Chinois, et voilà, donc on essaie de réduire le prix des batteries. On essaie aussi d'avoir un système de recharge extrêmement rapide, ce qui fait qu'on a moins de masse de batterie à bord, donc on est dans la bonne spirale. Voilà, donc j'ai du mal à parler du prix de l'objet parce que je ne le connais pas encore tout à fait. Puis tout dépend si on le construit en Pologne, au Portugal ou en Thaïlande, c'est moins coûteux qu'en Europe. Mais vraiment, l'idée pour moi, ce qui compte à terme, pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous, c'est le prix du ticket. Francis. Moi j'ai une question. Donc l'électrique se développe partout, y compris sur les voitures. Ma grosse inquiétude, et ça se voit sur les smartphones, c'est que de temps en temps, il faut changer la batterie. Et or, c'est un coût énorme quand on parle d'un C-Bubble dont il faut changer les batteries, ou même d'une roue électrique dont il faut changer les batteries. Donc, quelle est la durée de vie voilà, ces questions-là qui, souvent, ne sont pas tellement abordées dans ces questions des aspects électriques. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas Gérard Felzer qui s'est cassé la figure à vélo, que j'adore, c'est un personnage extraordinaire. C'est que, en fait, les batteries sont aussi recyclables. Donc l'idée, c'est de ne pas laisser de carcasse de bubble ou de carcasse de batterie. Donc pour les bubbles, on a appliqué des règles très simples. C'est qu'on veut à terme donc, ne pas laisser les carcasses aux générations suivantes. Donc on va construire les bubbles. Donc là, actuellement, c'est de l'époxy biodégradable. On va les construire en fibre de lin ou en bambou, en fibre de bambou. Ce sont des fibres extrêmement résistantes. Et les batteries, on les souhaite recyclables. Voilà, donc on y travaille. C'est un peu. En plus, il y a des brevets en cours de dépôt. Je ne peux malheureusement pas vous en parler. Voilà, mais l'idée, c'est de ne pas faire comme avec les voitures, d'avoir les carcasses partout. Ça n'est pas acceptable pour les générations suivantes. Donc ça, c'est une partie importante de la recherche et développement aujourd'hui. Faire en sorte que les batteries soient recyclables et qu'on ne laisse pas les carcasses au suivant. Il est 11h15, donc on va peut-être. Vous pourrez discuter avec les auditeurs à la pause. Je dis 3 petites phrases parce qu'on avait interagi avant cette table ronde. Et pour garder cela en mémoire, Alain, vous m'aviez dit finalement ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est de passer du planeur au Rafale. Mathieu Poidatz, vous m'avez dit, oh là là, quand même, il faudrait changer tout ce qu'on apprend au lycée, parce que alors, moi, je m'y ennuyais, et heureusement, après, je me suis amusée dans mon école de design, et je trouve qu'il faudrait un bac I, c'est-à-dire bac innovation. Et Stéphane Rachmul, vous m'avez raconté qu'une de vos expériences émouvantes avec votre rouline, c'est qu'un client vous a dit qu'il avait installé sa roue sur un tandem et que maintenant il pouvait faire des balades avec sa fille handicapée. Voilà, bonne pause, on se retrouve dans un quart d'heure. Merci. Merci à tous. Merci.